Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Il parle de l'amour, de la joie sans être cru. Dans les années 70, il y a une équipe de malades qui travaillait sur l'alcool. Qu'est-ce qu'apporte la méditation sur l'alcool? Il méditait avec ses patients et il voyait que les consommations se sont réduites à la moitié. Et ça rejoint un peu ce que tu disais, en fait, la régulation du stress. Et l'autre image, en fait, que tu avais, voilà, la consommation, en fait, qui se réduit. On fait la minute de silence pour les victimes donc, des attentats. Merci. De proposer une discussion avec mon voisin, Monsieur Ray, que je vais présenter. Ou alors peut-être que je vous laisse vous présenter, ce sera peut-être plus simple. Je m'appelle Philippe Ray, je suis ancien notaire, c'est-à-dire que j'ai pris ma retraite depuis 7 ans. À l'heure actuelle, je fais partie d'une association de défense des pupilles et des enfants de l'ASE, et à ce titre, cette association est une association obligatoire. Il y en a 2 en France, les associations familiales et l'ADEPAP, l'association de défense des pupilles, qui sont toutes les 2 membres de droit obligatoirement des conseils de famille et des commissions d'agrément. Donc, conseil de famille est chargé de suivre les enfants qui sont recueillis. Sur le rapport que j'ai avec ces patients alcooliques. Mais en tout cas, je n'irai jamais me permettre de leur demander d'entrée de jeu alors est-ce que vous buvez? Ça ferait le même effet que si je vous demandais est-ce que vous baisez bien, quoi. Cet effet de gêne comme ça, il va être du même registre et c'est impossible d'aborder ce sujet aussi facilement que ça, aussi direct. Merci. Je crois que voilà. Et puis, donc, je vais vous parler de quelque chose qui me tient fortement à cœur, parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure avec Patricia Martineau, dans la prise en charge des personnes qui sont en difficulté avec les addictions, le groupe est quelque chose qui m'a toujours paru quelque chose d'essentiel. Et je crois que j'ai commencé mes premiers groupes de parole aux alentours des années qui ne me rajeunissent pas. Hein. C'était à la conception et en fait c'était un groupe de parole que j'avais fait un petit peu comme avec les moyens du bord, c'est-à-dire que je m'étais acheté le que sais-je sur la dynamique des groupes. Ça c'est quelque chose de très, très important, c'est que c'est quelque chose qui a une expérience internationale qui marche. Actuellement, moi j'ai contribué au développement d'un pôle formateur à Quito, en Équateur. Il y en a en Argentine, il y en a au Chili, enfin il y en a un peu partout. Et en Europe, eh ben aussi, on s'y est mis. Et donc, on a commencé. Il y a une association européenne, il y a des groupes en Suisse, il y en a en Italie, il y en a en France, beaucoup à Marseille. Marseille est un gros centre. Voilà. Et donc, on est assez fiers de ça. Voilà. Alors, les principes, ben, c'est ça. Il y a, en fait, l'histoire de thérapie. Pourquoi thérapie et pourquoi communautaire? Alors, d'abord, il faut savoir que le mot de comunidad, là-bas, ou en Amérique en général, hein, la notion de communauté, c'est simplement des personnes qui vivent ensemble, dans la même unité de lieu. Quand on va se balader au Brésil, comunidad, j'ai des San Pedro, par exemple. Ça veut dire paroisse, ça veut dire village, ça veut dire... voilà, c'est pas comme nous, c'est pas connoté communautarisme comme ici. Hein, ça, il faut bien être clair. Pourquoi thérapie? C'est thérapie dans le sens d'accueillir chaleureusement. C'est pas, ça s'adresse pas à la pathologie. Ça s'adresse uniquement à la souffrance. La pathologie, il y a des spécialistes pour ça, et c'est vraiment leur travail. Par contre, l'accueil de la souffrance, ça c'est quelque chose qui a besoin d'être réalisé d'une autre manière. Alors il y a 2 modèles d'intervention sociale qui s'opposent.
un modèle vertical, c'est-à-dire j'arrive, j'interviens, tout s'arrange. Ça, c'est ce que disaient les chirurgiens dans mon jeune temps, les internants chirurgiens. J'arrive, j'interviens, tout s'arrange, je sauve l'humanité. C'est-à-dire que je sais, et toi, tu te ranges à mon savoir. Alors ça marche pour l'appendicite, hein. D'accord? Mais quand il s'agit des addictions, vous avez déjà essayé, ça ne marche pas. Et le modèle horizontal, qui est un modèle systémique et participatif, où là, on est dans l'échange. D'accord? Et ça, c'est quelque chose de tout à fait différent. Pourquoi? Parce que quand on est dans un modèle horizontal et participatif, chaque individu qui fait partie du groupe est co-responsable. Il n'y a pas des gens qui suivent et des gens qui mènent. Il y a vraiment la co-responsabilité, c'est extrêmement important. Donc, l'idée, c'est quand même, c'est très systémique, hein, c'est d'appréhender la personne dans sa souffrance au sein de son réseau relationnel, de voir un petit peu au-delà du symptôme sur quoi ça pointe, ne pas se focaliser sur la pathologie, mais mettre l'accent sur les ressources de celui qui souffre. On peut très bien concevoir, par exemple, et ça se fait, des thérapies communautaires au sein d'institutions psychiatriques. Mais ça ne va pas prendre en charge, mettons, le délire. Ça pourra éventuellement prendre en charge. Ah, mais moi, ça me rend extrêmement malheureux de me sentir pas comme les autres, par exemple. Et donc là, qui est la partie souffrance de la maladie. Ce n'est pas la partie maladie elle-même. Et aussi d'intégrer le savoir populaire et le savoir universitaire, puisque effectivement, face aux difficultés existentielles, eh bien, le savoir populaire est rempli de ressources sympathiques. Voilà. Alors, donc, on parle de thérapie communautaire, systémique et intégrative. Intégrative parce que ça intègre savoir populaire et savoir universitaire, et aussi que ça permet de faire fonctionner ensemble, et ça on en a vraiment l'expérience, des personnes d'origine culturelle extrêmement différentes et variées, au sein d'un même groupe, dans un truc d'échange tout à fait horizontal et sans aucune espèce de violence dans la relation, ce qui est tout à fait intéressant. Moi, j'avais été frappée d'une chose, quand je faisais les conférences du samedi à Saint-Barnabé pour les familles, il y avait des gens qui étaient là et dont le parent était déjà en cure. Et on me posait la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'ils se décident à se soigner? C'est-à-dire que les gens ne s'étaient même pas rendus compte qu'ils avaient réussi leur coup et que la personne était en soins. Hein? Donc c'est très important d'aider les gens à prendre conscience de leurs propres ressources. Les gens qui vont bien, c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur des copains ou des copines ou des amis ou de la famille pour les consoler quand ils se sont fait piquer leurs billes. Hein? Je veux dire que le soutien social, c'est le meilleur anti-stress. Si j'ai quelqu'un sur l'épaule de qui je peux pleurnicher un peu quand je suis malheureuse, eh ben, ça tombe bien. Si j'ai personne, c'est l'horreur absolue. Donc c'est très important d'avoir un réseau de soutien social, et ça a un effet particulièrement protecteur sur la santé. On sait très bien que les vieilles personnes qui sont isolées meurent plus facilement, plus vite que les personnes qui sont entourées, par exemple. Donc c'est très important, cette idée de soutien social. Et quand les gens sont complètement dans des familles complètement explosées, eh bien, le groupe constitue un lieu de soutien social qu'ils n'ont pas forcément à la maison. On peut terminer ou non sur une chanson si ça vient, mais voilà, c'est pas obligé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit durer entre 1 heure et 1 heure et demie. C'est bien minuté. Et puis on termine ensuite, l'équipe d'animateurs termine en se demandant est-ce qu'on a bien travaillé, est-ce que c'est obligatoire d'avoir ce temps d'évaluation derrière pour progresser et pour faire avancer les choses. Donc ça a l'air comme ça très carré, très raide, mais quand on assiste à une séance, c'est magique. Ceux qui ont déjà assisté à des séances, c'est vraiment magique, parce qu'on se rend compte que ce dispositif permet une liberté de parole tout à fait inhabituelle. La protection de la parole, l'autorisation d'utiliser les éléments de la culture d'origine. Par exemple, moi j'ai l'habitude, quand j'ai affaire à des groupes où il y a plusieurs langues, vous pouvez utiliser votre langue maternelle, il y aura toujours quelqu'un pour traduire. Et si il n'y a personne d'autre, vous pourrez traduire. Mais d'abord, exprimez-vous dans votre langue maternelle si ça vous arrange. Je veux dire, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour les gens, c'est... Et donc, on se rend compte que dans des groupes comme ça, même des groupes très nombreux, puisque les groupes que je fais moi à Saint-Barnabé, c'est entre 60 et 100 personnes, quelquefois plus, une fois j'ai eu 120. Eh bien, il y a une expression qui est libre, et ce qui est très étonnant, c'est que même les gens disent parfois plus de choses là-dedans que dans les groupes de psychothérapie classiques. Parce qu'ils sont moins intimidés, ils se sentent protégés par le cadre qui fait que
la parole va être très libre. Donc paradoxalement, le fait de dire c'est pas le lieu des grands secrets, le fait de dire on ne donne pas de conseils, etc., on parle en jeu de limiter, de cadrer strictement la parole, eh bien c'est quelque chose de libérateur. Ok ? Alors ensuite, bon, en PACA, donc il y a plein d'associations qui... Alors notre politique de l'Association européenne de thérapie communautaire en PACA, ça a été de dire, mais puisque c'est une méthode qui est une méthode pour tout le monde, eh bien ouvrons les formations à tout le monde. Et en particulier, actuellement, dans nos formations, on a grosso modo la moitié de militants associatifs de relations d'entraide, qui sont des gens qui sont des non-professionnels de la relation d'aide, qui sont des gens qui sont engagés dans une relation d'aide, puisqu'ils se sont mis dans cette position-là, mais qui ne sont pas des professionnels. Et puis l'autre moitié sont des professionnels. Alors il y a des médecins, des psychologues, des infirmiers, des éducateurs, des assistants sociaux, enfin, tout ce qu'on veut, hein, des enseignants. C'est ouvert absolument à tous. Et la nicotine agit à la fois sur les, pour ceux qui connaissent, sur les inhibiteurs. Il y a dans la nicotine à la fois la nicotine qui agit sur les récepteurs alpha-4, bêta-2, mais il y a aussi des inhibiteurs de la monoamine oxydase. Pour ceux qui ont fait de la psychiatrie, ça doit vous parler. Hein. Donc, et c'est pour ça que les timbres, par exemple, ont un effet partiel dans la dépendance au tabac, parce qu'il y a aussi les IMAO dans le tabac. Hein. Et le tabac, vous savez, c'est une des drogues les plus puissantes qui soit, qui a beaucoup de points communs avec la cocaïne. Dépendance au tabac est du même ordre que celle de la cocaïne. C'est les deux seules drogues avec la cocaïne et tabac, qui sont stimulantes. Toutes les autres sont sédatives. Héroïne, cannabis, alcool sont sédatives. Hein. Voilà. Si vous voulez, les gamins, quand est-ce qu'ils commencent à fumer? Quand ils ont des concours ou des examens à préparer, parce qu'il faut qu'ils bûchent leur polycope jusqu'à 2h, 3h du matin. Alors, ils fument. D'accord ? Effectivement. Vous savez, le neurotransmetteur qui est en cause dans le cannabis s'appelle l'anandamine. Ananda, c'est la déesse indienne de la sérénité. Donc quand je fume un joint, je suis plus calme, je suis plus serein, Sauf qu'après, je suis encore plus sensible aux émotions, je suis encore plus vulnérable, je suis encore plus réactif. Et c'est comme ça que le cannabis peut provoquer des syndromes paranoïaques chez certaines personnes qui sont fragiles, voire qui sont d'autant plus jeunes. Hein. Et que le cannabis va provoquer des troubles cognitifs, troubles de la mémoire, et des troubles de la concentration intellectuelle, et qui vont mettre des semaines, voire des mois, pour s'amender, parce qu'il faut que le cerveau se vide de tout le cannabis qui s'y est accumulé. Hein, l'alcool, vous videz votre alcool en 6 heures. Là, pas du tout. Et c'est pour ça que le cannabis en France est la première cause d'échec scolaire. Et la première cause de sortie du système scolaire, c'est le cannabis. Hein, parce que le gamin qui suit un cours, il a l'impression... Le cannabis atteint les fonctions cognitives analogiques et laisse intactes les fonctions cognitives analytiques. C'est-à-dire que l'alcool, lui, ne fait pas de détails, hein, les deux. Il noie les deux. Mais le cannabis, lui, il choisit. Et malheureusement, ce qui fait que le gamin qui est sous cannabis, il a l'impression d'entendre ce que lui dit son prof, de suivre le cours. Sauf que le soir, comme il n'a pas fait l'analogie avec des connaissances antérieures, etc., hein, la mémoire analogique, c'est je mets en relation ce que j'entends avec ce que j'ai entendu la veille ou il y a un mois. Voilà. Ça, il ne le fait pas. Et donc le soir, quand il faut qu'il revoie ses cours, c'est le vide, il n'y a plus rien. D'accord ? Voilà. Et... Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Voilà, avant de commencer, je voudrais, parce que les patients de Bernabé savent que j'aime beaucoup le poète Aragon, vous lire deux ou trois de ses vers qui me semblent être bien dans l'actualité. Voilà, un temps pour rire et à courir, un temps à ne pas mourir, un temps à craindre le pire, il fait beau comme jamais. Voilà, donc folie des toxiques. Or, ceci est très réducteur, parce que tous les patients addicts, qu'ils soient alcooliques ou autres, hein, peu importe. Parce que vous savez, ce qui est important dans l'addiction, c'est le comportement addictif, c'est pas le produit. Et on est le même toxicomane, qu'on soit fumeur, qu'on soit alcoolique, qu'on soit cocaïnomane ou qu'on soit joueur. Hein, on est le même toxicomane. C'est aller chercher dans l'effet psychotrope d'un produit ou dans l'effet psychotrope d'un comportement, comme l'excitation du joueur quand il ne sait pas s'il va perdre ou gagner, d'accord ? Eh bien, une aide pour assurer ou assumer les émotions provoquées par les événements de la vie.
Et j'ai bien dit les émotions provoquées par les événements de la vie et pas les événements. Et puis le mot addiction qui vient du latin addicere et qui a beaucoup d'avantages. Le préfixe ad, vous savez, il signifie l'adduction, c'est enfermer, garder. Alors que l'abduction avec un B comme Bernard, c'est ouvrir, hein, accueillir. Donc addicere sous la dictée de. Et ce mot addiction, sous la dictée de quoi? On s'en fout. Voilà. Si vous voulez, que ce soit de l'alcool, que ce soit de la cocaïne, que ce soit, ça va juste générer une réponse médicale. La réponse technique médicale ne sera pas la même. Mais le comportement de la personne, c'est exactement le même. D'accord? Voilà, c'est ça qui est important. Et être sous la dictée de, voilà ce que c'est. Et donc le mot addiction a l'énorme avantage de mettre l'accent sur la personne qui devient addicte, beaucoup plus que sur le produit sur lequel s'exerce l'addiction. Parce qu'il est bien évident que la présence de l'alcool, la rencontre avec l'alcool, n'est pas suffisante pour expliquer l'alcoolisme. Sinon, je devrais être alcoolique, on devrait tous être alcooliques, parce que nous avons tous la même disponibilité. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller acheter une bouteille de whisky à la supérette du coin? Absolument rien. C'est donc bien que pour qu'il y ait alcoolisme, il faut qu'il y ait l'alcool, mais il faut qu'il y ait l'alcoolique. Et c'est la rencontre des deux. D'accord? Et j'utilise souvent la métaphore de l'homme qui rencontre une femme. Eh bien, c'est le fait du hasard quand il rencontre la femme. Mais ce qui n'est plus du tout le fait du hasard, c'est qu'il s'arrête à la rencontre et qu'il se dise « celle-là, elle me plaît bien ». Ça a du sens. D'accord? Eh bien, la rencontre avec l'alcool, pour qu'on devienne alcoolique, il faut que la rencontre avec l'alcool ait pris un sens. Et le sens, il est quoi? Il est dans ce mot addiction. Parce que dans l'Empire romain, on condamnait quelqu'un à l'addictus quand il avait des dettes qu'il n'avait jamais remboursées. Et on le condamnait à devenir l'esclave de son créancier jusqu'à ce que par son travail d'esclave, il ait remboursé sa dette. Donc vous voyez que dans le mot addiction, il y a non seulement la notion d'esclave, qui est une notion forte, mais il y a aussi la notion de dette à rembourser. Eh bien, chez toute personne devenue addicte, il y a quelque chose. Dans son passé lointain, ça peut être l'enfance. Dans son passé récent, ça peut être des expériences récentes, d'échecs professionnels, d'échecs amoureux, de ruptures, de deuil, etc. Mais quelque chose qui, dans son passé, est resté en suspens, n'a pas été résolu, comme une dette à rembourser. Et l'addiction vient compenser ce manque, vient rembourser la dette. Et que si vous vous contentez d'arrêter le produit, si la personne se contente d'arrêter le produit sans réfléchir sur le sens qu'a le produit, bien elle rechutera. Ceci dit, et c'est ce qu'on va voir maintenant, la dépendance prend son indépendance. C'est-à-dire qu'elle devient une maladie en soi une fois qu'elle s'est instaurée. Donc effectivement, aller chercher les causes, les raisons, réfléchir sur le sens, c'est très bien, et c'est indispensable, sinon on risque de rechuter. Mais il faut aussi aider la personne à sortir du mécanisme même de la dépendance qui, lui, a pris son indépendance dans le cerveau et devient une maladie en elle-même. Et c'est là l'intervention du médecin. C'est là l'intervention des médicaments, hein, qui ne font pas tout, bien sûr, certainement pas, mais qui sont souvent aussi indispensables au début. Mais le sevrage n'est pas le traitement de l'alcoolisme. Le sevrage n'est que le traitement du manque. Et une fois que l'alcoolique a été libéré du manque, alors il peut travailler sur une restauration identitaire et se guérir. Mais tant qu'il est bourré, c'est sûr qu'il ne peut pas le faire. Exactement de la même façon que le méthadone ou le Subutex ne sont pas le traitement de la toxicomanie. La méthadone ou le Subutex sont le traitement du manque. C'est-à-dire que le toxicomane, une fois libéré par la méthadone ou le Subutex du besoin d'avoir ses doses d'héroïne 3 ou 4 fois par jour, alors il peut travailler sur une restauration identitaire. Et traiter un toxicomane, ce n'est pas lui renouveler son ordonnance tous les 14 ou 28 jours, c'est aussi travailler avec lui à l'aide d'assistantes sociales, de psychologues, de toute une équipe, sur une véritable restauration identitaire qui sera le traitement de la toxicomanie. Parce que toutes les addictions sont des solutions. Des mauvaises solutions, mais des solutions efficaces pour la personne. Bien sûr qu'elles sont efficaces. Sauf que c'est des mauvaises solutions. Et qu'il ne suffit pas de supprimer la mauvaise solution, il faut aussi apporter d'autres réponses. Hein, et c'est ça tout le problème, effectivement, de la prise en charge de l'addiction. Et parce que l'addiction est toujours un comportement de lutte pour la survie. Hein, celui qui se bourre la gueule ou qui se shoot, il ne le fait pas pour se suicider, hein, mais bien au contraire pour éviter d'avoir à le faire. C'est-à-dire pour supporter la vie. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai mis ce vers d'Aragon, « Vivre est un village où j'ai malheur aimé ». Donc l'addiction, c'est une recherche désespérée de bien-être,
mais qui produit du malheur. Parce que le mec qui boit, il boit pas pour se flanquer une cirrhose, hein. Il boit pour oublier, il boit pour être mieux. Néanmoins, la cirrhose, elle est quand même au bout du chemin. On écrit sur les murs le nom de ce qu'on aime, des messages pour le jour à venir. On écrit sur le mur à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur le mur la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur le mur pour que l'amour se lève un beau jour sur le monde endormi. Des mots seulement gravés pour ne pas oublier, pour tout changer. Mélangeons